Si vous êtes à la recherche d'un véhicule adapté à la famille ou offrant beaucoup d'espace, un 6 ou 7 places, mais pas forcément un monospace, plutôt un SUV, alors il pourrait également être électrique. L'offre est encore limitée, mais vous pouvez opter pour la Hyundai Ioniq 9 que nous allons essayer aujourd'hui. C'est un modèle proche de la Kia EV9, peut-être déjà vu sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous testons ce grand modèle pour vous afin d'évaluer son efficacité, son espace intérieur ainsi que sa flexibilité. On découvre tout cela avec Thomas sur Autocheful en 4K, plein écran et en intégralité. Allons-y, une façade imposante mais entièrement fermée pour une efficacité optimale. Les feux de jour sont sur le côté et quand on active les clignotants, ça a l'air vraiment sympa avec ce design en pixels pour ainsi dire. J'ai choisi le blanc pour vous aujourd'hui en harmonie avec ma tenue. D'autres coloris sont disponibles, mais ils restent plutôt discrets et sobres sans être trop criards. Avec une longueur de 5 mètres, soit 99 pouces, c'est un véritable SUV pleine grandeur pour l'Europe, équipé de roues jusqu'à 21 pouces. Ceux-ci sont les 20 pouces avec ce style de roue, ce qui pourrait représenter un excellent compromis entre confort et luxe. Les poignées sont encastrées ou sortent. Là, elles sont sorties, la voiture est ouverte. Nous allons bientôt en parler. Vous pouvez choisir entre propulsion ou intégrale. Voici la version de base à propulsion car nous voulons également faire une vidéo pour la version plus accessible aux familles. Ici, le 0 à 100 km/h prend 9,4 secondes, mais avec la version suralimentée, on peut descendre à 5,2 secondes. Il existe deux versions suralimentées, une plus lente et une version performance pour ceux qui veulent plus de vitesse. Vitesse maximale de 200 km/h, donc parfaitement adaptée à l'autoroute allemande. Et ici, vous la reconnaissez peut-être de la Hyundai Staria, leur véritable monospace. C'est ce design lumineux ici à l'arrière, ainsi que ces lignes droites bien verticales. Les clignotants apparaissent également là-haut, et en haut, on retrouve ensuite l'indicateur de freinage, c'est-à-dire l'autre signal lumineux. C'est donc un design très moderne, en effet. Il transmet un peu l'idée de « Hey, je suis électrique ». Pensez-vous que c'est une bonne décision? Dites-le moi dans les commentaires. Et vous pouvez observer, grâce aux dimensions de base, qu'il est vraiment carré, mais avec des courbes arrondies. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ces zones, design très sympa. Et ça charge vite avec la Tech 8Sense Volt de Hyundai. 24 minutes pour passer de 10 à 80% de charge. Ici, la trappe de charge est électrique. Côté passager à l'arrière. Et voilà, donc la charge 800 volts est vraiment rapide et c'est bien. Pour la batterie de 110 kWh, c'est le chiffre brut en revanche. Donc Hyundai ne divulgue généralement pas les chiffres nets et utilise habituellement une marge d'environ 5%. Je suppose donc environ 105 kWh de capacité nette. Aujourd'hui, nous allons tester sur l'autoroute allemande pour voir quelle autonomie nous pouvons obtenir. Pour le coffre avant, il y a un bouton à l'intérieur pour le déverrouiller. Alors, allons y jeter un coup d'œil. Oui, il a bien un coffre avant et c'est assez spacieux parce qu'ici, il y a ce couvercle supérieur, mais ça va encore plus loin car on peut soulever celui-ci. C'est vraiment super, on peut aussi l'enlever complètement. Et là, par exemple, pour la boîte du câble de recharge ou même pour mettre des bagages comme un sac à dos ou quelque chose du genre. C'est astucieux d'ailleurs que, pour des raisons d'urgence ou de sécurité, il y ait même un déverrouillage manuel de l'intérieur ici, c'est pratique. Si jamais quelqu'un se retrouve coincé dans le coffre, je ne suis pas sûr pour qui cela devrait s'appliquer, mais oui, ce sont bel et bien les normes de sécurité officielles, vous savez, pour la mafia et tout ce genre de choses. Passons maintenant au coffre, où on trouve ce petit bouton à presser. 910 litres lorsque la troisième rangée est repliée, c'est impressionnant. Et c'est vraiment intéressant. Ici, la troisième rangée est relevée, ça tient toujours derrière. Et ici, la longueur, c'est 1,40 m entre les passages de roues, c'est spacieux. Mais là, c'est plutôt 120-125 cm. Et la longueur standard, elle est d'environ 60 cm. Et ici, environ 75 cm. Du coup, je n'ai pas ma règle en pouces aujourd'hui, mais elle serait normalement de l'autre côté, sur le même bord. Je dois faire ce calcul. Et maintenant, ici, ce qui est intéressant, c'est l'appui-tête. Vous pouvez le relever et il se rabaisse automatiquement bientôt. Mais il faut veiller à ce que la deuxième rangée ne soit pas trop reculée, sinon les appuis-têtes viendront heurter la deuxième rangée. Donc ici, sur le côté, j'ai des boutons qui sont électriques. Et pour la troisième rangée, observez bien ça maintenant. Espérons que les appuis-têtes se rabattent suffisamment à temps. Oui, voilà. Vous voyez, c'est juste. Alors si celui-ci était un peu plus en arrière, les appuis-têtes toucheraient. Cela applique toujours une pression électriquement et je pense que ce n'est pas bon pour la voiture.
Ensuite, les deux boutons suivants ici, c'est maintenant un déverrouillage manuel. Regardez ça. Et voilà, boum! Mais ça va assez vite ensuite. Et maintenant, la longueur totale n'est pas seulement de 2 mètres, ou environ 78 pouces, mais encore plus, environ 2,20 mètres. Et c'est vraiment impressionnant. Regardez ce système de chargement. Et vers l'intérieur ici, ce porte-clés pourrait être fait pour autre chose. Ça n'a pas l'air de ressembler à une clé du tout, si vous voyez ce que je veux dire. Quand j'ouvre le véhicule ici, les poignées de porte viennent vers moi. Et ensuite, vous avez ce retour manuel. C'est plutôt sympa. Et le son de la porte qui se ferme. Très solide et rassurant. Très bien. À l'intérieur, une structure en haut, douce et agréable. Et ici aussi, c'est doux, même si structuré ainsi, une super idée vraiment ingénieuse. Ensuite, on retrouve les commandes classiques pour les vitres et le rétroviseur latéral, entre autres, ainsi que les sièges à mémoire, les massages et tout ce qui va avec. Juste une coque rigide dans la partie inférieure et puis le volant avec de vrais boutons intégrés sur le volant. On adore ça ici pour le régulateur de vitesse, par exemple. Sur le côté gauche, côté droit, vous avez une molette de volume, par exemple. Sympa. Encore plus de détails sur l'infodivertissement après. Pour les sièges, vous auriez un siège en tissu de base. Nous avons filmé ça pour vous aussi. C'est disponible dans tous les pays. Sur le marché nord-américain, vous avez le H-Tex, un simili-cuir haut de gamme. Même aspect et sensation avec refroidissement disponible en Europe. Étonnamment, ils optent pour des couvertures en peau animale. Pas tout à fait, mais une couverture désormais inutile avec les matériaux high-tech actuels. Donc en Europe, je prendrais en fait la version avec siège en tissu. Et ici, vous avez déjà beaucoup d'espace à l'avant. La fonction d'entrée confort soulève également le volant. Ce dernier est vraiment très imposant. Cela donne une vraie sensation de croisière. Ma taille est de 1,89 m, il reste encore de la marge. Et oui, vous obtenez cette position typique de roi de la route ici, dans un SUV électrique dans ce cas. Passons maintenant au cockpit. Regardez ça, un design vraiment très épuré, simple et élégant. Un peu orienté vers le conducteur avec ce design incurvé. Deux écrans de 12,3 pouces, l'un à gauche et l'autre à droite, très moderne. Sur la droite, ce décor mat est vraiment top avec l'éclairage ambiant intégré. Ensuite, nous avons une boîte à gants un peu petite, mais son mécanisme est vraiment très intriguant. Le plancher est bien plat. Une énorme console en métal ici. Les porte-gobelets sont adaptatifs. Le socle de charge n'est pas refroidi. Le sélecteur de mode possède un interrupteur physique. J'aime vraiment ça. Et puis, c'est très intéressant ici. Un grand accoudoir. Il pourrait être un peu plus doux pour le coude par contre. Mais on peut l'ouvrir par l'arrière. Je vais bientôt le montrer, mais aussi par l'avant. Et là, on a énormément d'espace ici. C'est séparé. Oui, ça ramasse beaucoup d'empreintes et tout ça, cette zone ici. Et puis, on a toujours des boutons physiques pour la climatisation. Voilà. Directement sur l'écran pour la force de ventilation ou pour la vitesse du ventilateur. Le bouton de volume reste manuel. Peut-être l'entendez-vous déjà à la caméra, mais je ne suis pas certain que ce soit une caractéristique typique de l'Amérique du Nord. Même au niveau minimum, la vitesse du ventilateur est très bruyante. Et j'ai entendu dire par un développeur de produits que sur le marché nord-américain, les clients veulent que la vitesse du ventilateur soit forte pour qu'ils sachent « Ah, la climatisation fonctionne », alors que par exemple, sur le marché européen, ils la veulent vraiment silencieuse pour ne pas être dérangés. Donc, pas sûr qu'ils sachent vraiment si c'est correct. Alors, peut-être que vous pourriez laisser quelques commentaires pour nous dire si c'est quelque chose que vous attendriez ou non, selon vous. Je préférerais que ce soit silencieux par défaut, et si je souhaite plus de volume, je pourrais simplement l'augmenter un peu selon mes envies du moment. Et du point de vue du conducteur, démarrage et arrêt du véhicule. Et voici également les commandes ici, marche avant, marche arrière et stationnement. Vous voyez également un peu d'animation. Les instruments numériques sont clairs et lisibles, et vous pouvez changer les vues ici au milieu. L'unité d'infodivertissement reste simple, mais elle est suffisamment rapide. La plupart du temps, vous utiliseriez plutôt la projection de votre smartphone de toute façon et non l'unité principale d'infodivertissement. Le GPS interne de la voiture, eh bien honnêtement, c'est plutôt une technologie de la décennie passée. C'est précisément à ce moment-là que la connexion de votre smartphone devient essentielle et prend le relais. Vous avez également du rangement en bas. Ouvrez pour accéder à encore plus d'espace de stockage. C'est très intéressant. La charge USB-C vraiment rapide de 100 watts. Zrenie des USB partout. D'abord, la première, la deuxième et la troisième rangée. Quelques points à noter concernant le design des pédales. Et maintenant, intéressons-nous au siège arrière. Super excitant.
Tout d'abord, les portes ici, on y trouve une très grande protection solaire vraiment impressionnante. C'est vraiment sympa comme design, ça couvre vraiment toute la vitre. Et ici aussi, on a quelques finitions douces au toucher. Même ici, cette zone semble dure, mais c'est en fait un simili-cuir doux. C'est donc une qualité de construction géniale. J'adore ça. Les porte-gobelets à l'intérieur sont vraiment grands, en pensant surtout au marché nord-américain. Dans la partie basse, celle-ci est haute, un matériau plus dur. Et ici, beaucoup d'espace. Avec la deuxième rangée reculée au maximum, l'espace pour les jambes est vraiment généreux. Donc un espace pour les jambes très généreux, vous pouvez bouger facilement, un plancher plat, et puis aussi ici, l'espace pour la tête. C'est vraiment suffisant, même avec un 89 602. Ici, vous voyez un cache pour le toit ouvrant. Vous pouvez cependant activer ici le... Et voilà, le cache complet pour le toit panoramique. On peut même l'ouvrir, ce qui est rare chez les véhicules électriques actuels. Une vraie ouverture pour le toit panoramique est ici, mais bien sûr, vous pouvez aussi le garder fermé. Et ce cas est intéressant car il se referme aussi avec l'écran solaire quand vous le poussez jusqu'au bout. Vous voyez, ce que vous devez faire ici, c'est que vous devez, et voilà, oui, vous devez être très délicat parce qu'il y a comme une légère pression, une petite pression ou une forte, selon ce que vous voulez déplacer ensemble ou séparément. Et ici, vous pouvez avancer ou reculer les sièges. Ça fonctionne très facilement. Ce que nous pouvons aussi faire, c'est essayer de le déplacer comme ça et voir combien d'espace vous avez à l'arrière. Et maintenant, point. D'abord, ici, des porte-gobelets adaptatifs. Vous pouvez l'entendre. Et vous pouvez aussi les replier. Et c'est vraiment confortable. Ici, très spacieux à l'arrière. C'est là qu'elle excelle vraiment. Vous pouvez aussi ajuster cette partie. Vous pouvez l'ajuster comme ceci, presque en position allongée, ou comme cela. Une option de 6 sièges capitaine est également disponible sur le marché européen, mais uniquement dans la finition supérieure, ce qui est un vrai plus. C'est similaire aux États-Unis. On peut passer par le milieu avec des sièges extérieurs plus luxueux. Il y a une option pivotante qui permet de tourner à 180 degrés et un pack pour transformer le siège en un véritable siège de capitaine luxueux avec un repose-mollets intégré. Ces options existent, mais ce modèle 7 places est la version familiale. Isofix à l'extérieur sur chacun de ces sièges et encore plus intéressant, ce banc ici, vous pouvez également accéder à la troisième rangée. Ici, vous avez un bouton en haut ou un autre en bas, tous deux très pratiques et incroyablement intuitifs pour une utilisation rapide et sans effort. Et ici, c'est encore plus pratique. En appuyant sur celui-ci, regardez ce qui se passe. Et voilà, ça monte et ça avance. Je peux encore pousser un peu plus loin et c'est vraiment plutôt génial parce que ici, le banc est seulement capable d'avancer, mais pas vraiment de monter comme ça, ce qui est vraiment pratique. Maintenant, la question, comment m'installer dans la troisième rangée? Laissez-le comme ça pour voir si c'est aussi adapté aux grands adultes. Tout d'abord, y a-t-il des isofix? Oui, enfin quelqu'un y a pensé, vous savez. Regardez ça ici, isofix à l'arrière, comme sur la troisième rangée. Vous avez donc facilement 4 points ISOFIX. Permettez-moi de vérifier le siège conducteur, le siège passager. Non, non, il n'y en a pas là, mais 4 à l'arrière. Quelle facilité d'accès à la troisième rangée. Et lorsque la deuxième rangée est avancée, oui, vous voyez, je pourrais plus ou moins m'installer ici en termes d'espace pour les jambes. L'espace pour la tête est bon, pas idéal pour les grands à l'arrière, mais suffisant avec des chargeurs USB-C, etc. Vous pouvez même ajuster électriquement la partie arrière de la troisième rangée de sièges. C'est plutôt cool, non? Une option vraiment sophistiquée. Vous avez aussi votre propre ventilation ici. Oui, vous êtes vraiment très flexible avec ça. C'est vraiment pratique et confortable. C'est vraiment très, très cool. Et vous pouvez aussi vous aider à sortir grâce au bouton situé en bas ainsi qu'en haut. C'est ingénieux. C'est pourquoi il est placé en haut. Vous pouvez l'appuyer. Voyez ici, vous pouvez sortir par vous-même. Mais c'est là la principale différence. C'est pourquoi du côté passager, c'est toujours mieux d'entrer, car là, vous voyez la différence. L'entrée est plus simple ici qu'ici. Et une option de luxe sympa, même pour les sièges arrière. Chauffage ou refroidissement disponible pour les sièges arrière dans les versions haut de gamme, etc. Une unité climatique ici. Cette zone basse est particulièrement intéressante. Un grand espace de stockage directement relié à celui du haut ici. Vous pouvez aussi l'ouvrir de ce côté. Et là, vous pouvez voir que c'est une seule unité. Si vous sortez ça comme ça, point. Les enfants vont adorer pouvoir jouer à des jeux de main monstres ou simplement passer la main d'un côté à l'autre.
Oui, c'est vraiment une chose très intéressante qu'ils ont réalisée ici avec ce rangement arrière, n'est-ce pas? On peut voir qu'il s'ouvre bien des deux côtés. Prenons le volant de l'Ioniq 9 et testons la récupération d'énergie en descendant cette colline. Avec la palette gauche, puis je peux passer en mode iPedal et ainsi avoir une conduite à l'accélérateur. Et ici, j'ai une récupération massive. Même cette descente ici est... Je pense que même ici, oui, même ici, la voiture s'arrête net. Regardez la caméra, c'est vraiment très raide. C'est vraiment intéressant. Conduite à une pédale, et vous pouvez même opter pour des niveaux inférieurs. L'e-pédale, cependant, n'est pas un réglage qui serait sauvegardé. Ainsi, lorsque vous redémarrez le véhicule, il démarre par défaut au niveau 3 maximum et vous devez ensuite réactiver manuellement l'e-pédale à nouveau. Vous pouvez également passer au niveau 0 en appuyant sur la pédale droite, puis vous gérez simplement la récupération d'énergie avec votre pédale de frein le permet également. Vous pouvez choisir par exemple le niveau 2 et utiliser le frein lorsque vous descendez une pente sur une longue distance ou dans des situations similaires. Quand le véhicule est imposant, reste-t-il agile et facile à conduire? En ce qui concerne la direction, oui, c'est certain. Vous entendez également le ventilateur car, comme mentionné, même son premier. Niveau de vitesse est déjà assez bruyant. Donc la direction n'a pas de zone morte. Elle est très légère cependant et elle change selon le mode de conduite. Vous voyez, en mode sport, vous obtenez aussi des points rouges. Je ne sais pas s'ils clignotent à la caméra en ce moment, mais en mode sport, la direction change beaucoup. Oui, il y a un peu plus de résistance et c'est vraiment plutôt cool dans ce cas. Vous pouvez aussi passer en mode éco, alors l'accélération serait un peu plus réduite ou simplement la laisser en mode normal. Cependant, nous pouvons aussi vous montrer une accélération en mode sport. Et voyons si je m'amuse en propulsion. On peut faire un test de 0 à 60 km/h ici. Allons-y. Dans le virage. Et voilà, c'était du 0 à 60, sympa, enfin totalement suffisant. Dès le départ, les véhicules électriques sont toujours très rapides. Et quand on y pense, c'est vraiment impressionnant. C'est un énorme véhicule, avec un poids considérable. Et la propulsion arrière, bien sûr, est amusante dans les virages. Et disons que pour toutes les situations en ville, ce modèle à propulsion arrière est également suffisant. Nous allons bientôt vérifier si c'est également suffisant pour le... Accélération sur l'autobahn, vous allez voir. Ici, soit dit en passant, si j'appuie et maintiens le bouton mute ou le bouton volume ici, la limitation de vitesse imposée par l'UE est automatiquement désactivée. C'est super à savoir car c'est simple de la désactiver car la loi impose de la réactiver à chaque fois pour tous les pays de l'UE. Ensuite, vous pouvez facilement la désactiver pour qu'elle ne bipe pas tout le temps et ainsi de suite. On commence par la conduite en ville avant de rejoindre l'autoroute allemande. C'est bien plus facile que vous ne l'imaginez. Si vous n'êtes pas habitué à conduire un gros véhicule, il est facile à manœuvrer car la direction est légère et cette motorisation électrique vous apporte une grande simplicité et un confort de conduite exceptionnel. Et c'est aussi une expérience incroyablement fluide et extrêmement silencieuse. Ici, les vitres profitent d'une double isolation acoustique renforcée. On peut vraiment le sentir. J'ai hâte de voir comment cela se comportera bientôt sur l'autobahn allemande à grande vitesse. Suspension, je vous l'ai dit plus tôt, nous avons des roues de 20 pouces ici. Entre 19 et 21, c'est possible. Et ce véhicule est équipé d'une seule suspension. Jusqu'à présent, en milieu urbain, elle se montre incroyablement efficace et performante. Elle n'est pas trop souple, mais pas trop rigide non plus. Ils ont essayé de trouver un bon compromis. Et encore une fois, nous essayons de tester bientôt sur l'autoroute. Quand il y a des nids de poules, on les sent toujours. Si vous souhaitez obtenir le confort maximal, alors vous devriez opter pour les jantes de 19 pouces. Vous profitez d'un meilleur amortissement grâce à cette hauteur de pneus. Mais ici, dans les rues étroites typiques, surtout en Allemagne, il faut souvent attendre et laisser passer d'autres voitures avant de pouvoir avancer. Mais il fait ici un bon travail. Oui, on ressent parfois au niveau de l'essieu arrière quand il y a des bosses sur la route, ça peut devenir un peu rude. Vous savez, c'est peut-être ça, mais j'ai aussi hâte de voir comment ça se présente sur l'autoroute. Oh, cette BMW Série 7 a toujours l'air cool avec le calandre avant éclairé. Au moins, je trouve que c'est vraiment cool en fait. Mais même si nous sommes assez larges, nous tenons toujours sur ces routes étroites ici. Et une chose primordiale pour moi, c'est que oui, elle est spacieuse. C'est un SUV électrique, mais toujours super fun à conduire, surtout ici en ville.
Et maintenant, nous allons comparer comment ils se comportent sur l'autoroute allemande, direction l'autobahn allemand. D'abord, les systèmes d'assistance. J'active le régulateur de vitesse et l'assistant de maintien de voie actif, qui me garde dans ma ligne. Il y a peut-être quelques corrections supplémentaires par rapport à d'autres systèmes plus sophistiqués. Vous pouvez voir ici. Donc, ça pourrait être un peu plus fluide. Dans l'ensemble, c'est correct. Comme je l'ai dit, il y a probablement pire, mais il y a aussi mieux. En ce qui concerne les systèmes d'assistance, ce qui est vraiment cool, c'est que vous n'avez pas seulement le détecteur d'angle mort représenté par un triangle rouge ici, mais vous avez aussi cette caméra qui apparaît dans les instruments numériques. Et ensuite, vous avez un détecteur d'angle mort supplémentaire, en même temps avec la double installation des vitres à l'avant et à l'arrière, ce qui rend l'intérieur très silencieux à 100 km/h, ça se ressent très bien, donc C'est une vitesse typique sur autoroute et c'est vraiment très agréable. En ce qui concerne la suspension, elle est bien adaptée aux ondulations de la route, mais quand il y a de vraies bosses, je l'ai ressenti aussi sur la route de campagne, alors la suspension peut devenir vraiment dure. Surtout à l'arrière, je l'ai bien senti. J'ai l'impression que c'est dur sur ces bosses, et donc c'est peut-être un point où cette voiture n'est pas si performante. Maintenant, changeons d'autoroute et voyons comment elle se comporte en termes d'agilité. La voiture ne tremble pas beaucoup et reste plutôt stable. C'est vraiment cool. Comme je l'ai dit, c'est amusant même pour un SUV grand et lourd, et c'est peut-être grâce à la propulsion arrière, vous voyez. Oui, ce n'est peut-être pas la meilleure accélération à haute vitesse et tout ça, mais malgré tout, ça donne vraiment une sensation cool. Alors oui, je n'aurais pas imaginé autant de plaisir de conduite dans un SUV aussi imposant. De plus, quand vous avez ici quelques combinaisons S sur l'autoroute et tout ça, eh bien c'est quand même assez convaincant à cet égard. Sur l'autoroute encore. Un double moniteur d'angle mort pour ainsi dire. Mais grâce au style de construction classique du véhicule, vous bénéficiez également d'une excellente visibilité même en l'absence de tous les systèmes d'assistance, même avec le rétroviseur normal. Le pare-brise, la vitre arrière est également très droite et ainsi de suite. Vous savez, j'ai désactivé cet avertissement de vitesse. Cependant, ce que vous sentez toujours ou entendez quand la limite de vitesse change ou quand vous vous approchez ici et là, il y a encore beaucoup de sons qui se produisent. Certains d'entre eux, vous pouvez aussi les désactiver, mais pour ça, il faut aller plus loin dans les menus. Le raccourci présent ici est justement destiné à cela. Vous pouvez également configurer un raccourci sur le bouton favori pour accéder rapidement à ce que vous aimez. Tous les systèmes d'assistance où vous pouvez désactiver certains d'entre eux de manière encore plus rapide, simple et efficace. Y a-t-il encore de l'accélération au-delà de 100? Allons-y. C'est 120 1130. 140. Oui, mais malheureusement, on ne parvient pas à atteindre les 150 cette fois-ci. Dommage. Pas explosif. La traction intégrale aiderait, mais très silencieux à 140 km/h. Oui, on est à 130 145 km/h. Très impressionnant. Donc ultra silencieux, même si c'est un grand SUV. C'est vraiment étonnant. Et quand la route est lisse, la suspension est également douce. C'est vraiment, vraiment génial. Oui. La version 4x4 offre une performance accrue, mais c'est déjà très correct ici. Très silencieux à haute vitesse. Et en ce qui concerne notre test d'efficacité ou de consommation, alors, en ville, vous pouvez, vous savez, rouler proche du cycle de conduite, les chiffres officiels d'autonomie. Dès que vous roulez sur l'autoroute, c'est un gros véhicule qui doit pousser contre le vent et bien plus encore. Et ensuite, il roule à une vitesse comprise entre 100 et 130 km à l'heure, donc ouais, environ 70-80 miles à l'heure. Ensuite, il atteint environ 24 kWh pour 100 km, ça fait 2,5 miles par kWh. En tenant compte d'une marge de sécurité pour la batterie, on obtient environ 105 kWh net au total. À vitesse autoroutière, cela équivaut à environ 440 km ou 270 miles. Et c'est ça le truc. Vous savez, quand vous avez une autoroute à haute vitesse, ce ne sera pas la voiture avec une autonomie exceptionnelle pour vous. Au moins, elle charge rapidement. Encore une fois, c'est ça l'avantage. Pour la ville, pour la famille, c'est parfait. Pour l'autoroute, il y aura bientôt des SUV premium plus performants et plus efficaces qui feront leur apparition. Cependant, ici, bien sûr, il y a toujours ce point, que vous avez tellement de flexibilité avec ces sièges et avec cette immense zone de chargement.
Cependant, ici, avec le mélange total de notre conduite aujourd'hui entre ville et campagne, c'est plutôt 20 kWh et plus en kilomètres, environ 5 km par kWh. Si vous roulez moins vite sur l'autoroute et favorisez la ville ou la campagne, c'est plutôt 525 km d'autonomie, soit environ 330 miles. Le prix sur le marché nord-américain varie généralement entre 60 000 et 80 000 dollars américains. En Europe, par exemple en Allemagne, les prix varient de 70 000 à 90 000 euros pour le haut de gamme. Je pense qu'il est plus judicieux de rester sur des modèles un peu moins haut de gamme, sinon ça devient vraiment trop cher avec les taux d'intérêt et tout le reste. Ce modèle est plutôt à propulsion arrière, plus efficace, avec 7 sièges très flexibles. Il s'adapte parfaitement à ce véhicule ici présent. Oui, c'est un modèle assez cher, c'est certain. Restez bien à l'écoute pour découvrir d'autres tests détaillés sur les SUV électriques.